Bien, eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours, qui est donc le 4e cours sur ces réseaux optiques. Avant de le commencer, je vous rappelle le séminaire que nous aurons à 11h30, qui sera donné par Robin Kayser en français, intitulé donc Un laser aléatoire avec des atomes froids. Alors, le cours d'aujourd'hui, lui, porte sur, bien sûr, les réseaux optiques et plus précisément sur les réseaux dépendants du temps. La question générale qu'on voudrait aborder dans ce cours d'aujourd'hui, et puis ce sera également le cas pour les cours suivants, c'est qu'est-ce qui se passe quand on s'autorise à faire varier dans le temps les paramètres qui caractérisent le réseau. Alors, un réseau optique, donc, quand il est stationnaire, il est caractérisé par une amplitude V0 et puis donc des positions des minima et des maxima. Et les variations dans le temps de ce réseau elles peuvent être de multiples types, mais si on se limite à des réseaux sinusoïdaux, on peut faire varier d'une part l'amplitude du réseau et puis d'autre part la position des nœuds. Donc on peut moduler comme ça le réseau et puis on peut aussi le faire vibrer comme ceci ou l'accélérer en fonction du temps. Ça, je me limite à une dimension, mais évidemment ce que je dis là est valable également à 2D et 3D. On verra un exemple d'effet à 2 dimensions à la fin de ce cours. Alors, cette variation temporelle des paramètres du réseau, ça peut avoir beaucoup de conséquences physiques intéressantes. J'en ai signalé ici quelques-unes. Une première qui va beaucoup nous occuper aujourd'hui, c'est le phénomène de localisation dynamique, c'est-à-dire la modification de l'effet tunnel lié à cette modulation du réseau X0 de T ici, donc la modulation de la position des nœuds du réseau. Autre phénomène important qui découle directement de ces réseaux dépendants du temps, ce sont les oscillations de blocs et leurs applications qui vont nous occuper la prochaine fois. Les applications elles sont de multiples natures, mais j'en ai mis ici au moins 2, qui sont les mesures de force et la métrologie, en particulier la métrologie des masses. Et puis il y a d'autres applications de cette modulation du réseau qu'on n'aura pas le temps d'aborder cette année, mais qui sont également très importantes. L'une qui découle de la modulation de V0 de T, d'une petite modulation de V0 de T, qui consiste à faire de la spectroscopie d'atomes dans le réseau. C'est particulièrement important quand on a un système atomique qui est corrélé, c'est-à-dire qu'on a des interactions entre les atomes, et quand on cherche à faire des diagnostics sur le spectre d'excitation de ce gaz atomique en interaction dans le réseau, eh bien, en modulant légèrement le réseau, on peut voir comment est-ce que le système répond à une petite perturbation sinusoïdale, et on peut comme ça donc reconstruire son spectre et avoir des informations sur la nature des phases qui apparaissent. Et puis enfin, si on module V0 de T, mais cette fois-ci nettement plus fortement, eh bien, on peut induire une dynamique chaotique des atomes. On peut également observer des phénomènes de localisation d'Anderson, localisation où la variable habituelle d'espace est remplacée par la variable temps. Et ça, eh bien, je ne vais pas en parler dans le cours, mais ça fera l'objet du séminaire de la semaine prochaine, qui sera donné par Jean-Claude Garot de Lille, qui précisément nous parlera de ces problèmes-là. Voilà. Donc, finalement, sur les quatre éléments de cette liste-là, celui qu'on n'aura pas le temps d'aborder cette année, c'est le 3e. Les autres sont traités ou bien dans le cours ou bien dans un séminaire. Alors, pour commencer, eh bien, j'aimerais qu'on écrive finalement ce qui va nous servir d'outil pendant ces cours sur les réseaux dépendants du temps, qui sont les Hamiltoniens pertinents pour décrire cette physique. Alors, vous allez voir, je vais en écrire 3 et qui ont chacun leur vertu. Donc, on va en quelque sorte jongler avec ces Hamiltoniens pour décrire tel ou tel phénomène. Il y aura un Hamiltonien ou un autre qui sera meilleur que les deux suivants. Alors, comment est-ce qu'on va les établir, ces Hamiltoniens ? On va simplement utiliser ce qu'on fait d'habitude en physique quantique, c'est-à-dire qu'on va partir d'un Hamiltonien générique, et puis on va en déduire d'autres par transformation unitaire. En utilisant une transformation unitaire sur cet Hamiltonien, donc je vais partir d'un Hamiltonien H0, et puis en faisant agir une transformation unitaire soit U1, soit U2 sur cet Hamiltonien H0, eh bien j'obtiendrai deux autres Hamiltoniens H1 et H2. Je vais vous les écrire dans un instant, bien sûr. On va obtenir deux Hamiltoniens H1 et H2 qui seront également très, très utiles pour décrire notre problème de réseau modulé. Et donc, selon le problème considéré, on choisira H0, H1 ou H2. Alors, je vais commencer tout de suite et je vais passer au tableau en écrivant ce qu'est une transformation unitaire. Donc là, c'est les exemples de transformations unitaires qui vont arriver, mais je vais commencer au tableau par
vous rappelez comment est-ce qu'on fait une transformation unitaire en physique quantique. Probablement beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais autant bien clarifier ça. Donc, je pars d'un système décrit par un Hamiltonien a priori dépendant du temps, h de t. Ce système est décrit par un vecteur d'état psi de t. Et ce vecteur d'état psi de t, donc solution de l'équation de Schrödinger, IH bar d psi sur dt égale h psi. Je vais me donner un opérateur unitaire, grand U, qui peut dépendre également du temps. Donc dire qu'il est unitaire, c'est dire que U croix est égal à U-1. Son hermétique conjugué est égal à son inverse. Et je vais appliquer donc cet opérateur U plutôt sur psi de t. Donc je vais définir ce que je vais appeler psi tilde de t, qui est U de t agissant sur psi de t. Et ce que j'aimerais établir, c'est l'équation d'évolution de psi tilde. Et ce qu'on va trouver, c'est que l'équation d'évolution de psi tilde, elle est donc IH bar d psi tilde sur dt, c'est également une équation hamiltonienne avec un hamiltonien h tilde de t, psi tilde de t. Psi tilde de t. Et ce que je veux faire dans la ligne qui suit, c'est donner l'expression de h tilde en fonction de h et de u. Alors ça, c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit de prendre cette formule pour psi tilde et de décrire donc sa dérivée par rapport au temps. Je vais monter ça un petit peu. Ah non, je n'ai pas pris le bon tableau. Là. Oui, voilà. Décrire cette dérivée-là par rapport au temps. Donc, IH bar d sur dt de psi tilde. Donc, c'est la dérivée d'un produit. Donc, je peux déjà commencer par dériver psi. Donc, j'ai U chapeau du t fois IH bar d psi sur dt plus donc IH bar d de U sur dt fois psi. Maintenant, je vais injecter ici le résultat pour l'équation de Schrödinger, donc le d psi sur dt ici. J'ai mis des d3 ou des d ronds, en fait, psi ne dépend que d'un paramètre, donc les d ronds peuvent être des d droits, ça n'a pas d'importance. Donc le IH bar d psi sur dt, c'est donc h psi, donc ici j'ai un U de t h psi, et puis ici j'ai IH bar du sur dt, et là je peux tout de suite commencer à me raccrocher à psi tilde, donc pour retrouver psi tilde à partir de psi, j'injecte ici un U croix et puis un U, j'utilise le fait que U est unitaire, donc U croix U égale 1 fois psi. Donc là, je reconnais psi tilde. Ici, je vais jouer le même petit jeu. Entre H et psi, je vais ajouter U croix U. Donc je vais reconnaître encore une fois psi tilde. Et j'ai donc l'expression de l'hamiltonien H qui m'intéresse. J'obtiens une équation qui est bien du type IH bar d psi sur d égale H tilde psi avec H tilde chapeau de t. Ça va donc être U H, alors U de t, H de t, U croix de t, plus donc IH bar d de U chapeau sur dt fois U croix. Tout ça, ça dépend du temps. Voilà, donc ça, c'est la manière dont on s'y prend pour passer d'un hamiltonien à un autre par transformation unitaire. Il y a les deux termes. Il y a le premier terme qui est simplement H pris en sandwich entre U et U croix, ou U et U-1. Et puis il y a le deuxième terme, si U dépend du temps, le IH bar du sur dt fois U croix. Alors, quelle transformation unitaire on va considérer ? Bien, il y en aura deux qui vont nous intéresser. La première, c'est une translation dans l'espace des impulsions. On va prendre un U1 de t qui sera exponentielle de moins i fois l'opérateur position x fois un nombre qui a la dimension d'une impulsion, P0 de t, et je divise ça par h bar. Alors, c'est immédiat de voir comment les opérateurs position et impulsion se transforment sous l'effet de U1. Donc là, je ne refais pas les calculs, mais il est immédiat que, évidemment, U1 commute avec l'opérateur position.
Donc U1 x U1 croix égale x, puisque ça commute et que U1 U1 croix est égal à l'identité. Quant à l'opérateur impulsion, lui, bon, c'est pas bien compliqué, on peut regarder l'action de ça sur une onde plane, par exemple, qui sont les états propres de l'opérateur impulsion. Et on trouve que U1P, U1 croix, c'est P, l'opérateur impulsion, plus P0, donc le nombre que j'ai mis ici. Et puis, il y a donc ça va me permettre de déterminer la première partie de l'hamiltonien transformé. Pour la seconde partie, le du sur dt fois U croix, eh bien, quand on le calcule, ça fait apparaître, donc quand je dérive ça par rapport au temps, ce qui dépend du temps, c'est P0, donc ça va apparaître x fois P0 point. Donc ce terme complémentaire ici fait apparaître l'équivalent d'un potentiel, ce qui est une fonction qui est proportionnelle à l'opérateur position, un potentiel qui donc est linéaire en position, donc c'est un potentiel linéaire, ou si vous préférez, une force uniforme. Ça, c'est le premier type de transformation unitaire qu'on va considérer. Le deuxième type, c'est un opérateur de translation, mais cette fois-ci dans l'espace des positions. Donc c'est un U2 qui a la structure et puissance moins i, x0, un nombre homogène à une distance, fois p chapeau, l'opérateur impulsion divisé par h bar. Et ça, eh bien, c'est une relation très symétrique de la première. L'opérateur position sous l'effet de cet U2, cet opérateur unitaire, est transformé en x moins x0, donc c'est pour ça que j'appelle ça une translation dans l'espace des positions. Quant à l'opérateur impulsion, lui, il commute évidemment avec U2, puisque U2 c'est l'exponentielle de cet opérateur, et donc l'opérateur impulsion n'est pas changé. Et quand on regarde le second terme qui apparaît dans la transformation unitaire, donc j'ai ce IH bar du2 croix sur dt fois U2 croix, à ce moment-là, j'ai x0 point. Donc ça va me rajouter un terme qui est linéaire en impulsion dans mon hamiltonien, donc ça c'est l'équivalent d'un potentiel vecteur, si vous voulez, qu'on peut faire apparaître ou disparaître, selon qu'on ajoute ou qu'on soustrait ce terme-là. Donc, premier type de transformation me fera apparaître en plus des potentiels linéaires, celui-ci me fait apparaître l'équivalent d'un potentiel vecteur, un terme linéaire en impulsion dans l'hamiltonien. Alors, ceci étant écrit, maintenant, je vais revenir au tableau et je vais les écrire, ces hamiltoniens qui vont nous servir dans toute la suite. Alors, l'hamiltonien... Non, lui, il ne peut pas aller plus haut, donc je vais essayer de tenir sur ce tableau-ci. L'hamiltonien dont je vais partir, je vais l'appeler H0 et je vais le mettre sous cette forme-là. P moins... Pardon, je vais rester à une dimension. Donc P chapeau moins A, qui peut dépendre du temps, décidément, voilà, A de T au carré sur 2m, plus V de x. Voilà, ça c'est mon hamiltonien de départ. Donc c'est un hamiltonien qui contient un potentiel vecteur. Bon, il a une dimension, donc c'est un potentiel vecteur, mais le caractère vectoriel n'est pas évident. Mais donc c'est un hamiltonien qui contient à la fois des termes linéaires et des termes quadratiques en impulsion, P moins A de T au carré sur 2m, plus un potentiel V de x qui ne dépend pas du temps. Voilà, donc ça c'est un hamiltonien dont le sens physique n'est pas immédiat, mais vous allez voir que sur le plan mathématique, c'est bien commode de l'utiliser. Alors, je vais envisager maintenant comment cet hamiltonien se transforme avec mes deux transformations unitaires. Donc, je vais prendre la première déjà, je vais prendre U1. Je vais prendre U1, et si vous regardez ce que fait U1, donc U1, il transforme X est inchangé, et il transforme P en P plus P0. Donc, je vais choisir P0 égale A, P0 de T égale A de T, de sorte à éliminer le potentiel vecteur de là. Donc je vais obtenir un hamiltonien H1 qui va être donc P carré sur 2m, puisque je transforme le P en P plus P0 et que j'ai pris P0 égale A. Le V de x, vous voyez que x est invariant par U1, donc je vais garder mon plus V de x. Donc là, je trouve l'hamiltonien donc, finalement d'une particule d'un potentiel V de x sans dépendance temporelle, mais il ne faut pas que j'oublie le dernier terme, le IH bar du1 fois U1 croix, qui est xp0 point, donc qui est plus xa point. Et dans toute la suite, je vais introduire une force, grand F, qui sera moins a point. Je vais poser a point égale moins f. Donc cette chose-ci, je peux mettre des chapeaux pour bien me souvenir que ce sont des opérateurs. Ce x à point ici, eh bien, c'est en fait moins x fois f de t. Donc là, ce que j'ai fait simplement, c'est finalement une
transformation, qui est une transformation bien connue quand on fait de l'électromagnétisme. On part d'une situation qui est ce qu'on appelle la jauge AP, donc j'ai une charge éventuellement, là j'ai pris une charge unité Q égale 1, mais bon, une charge donc couplée à un potentiel vecteur. Et quand on se met dans l'approximation des grandes longueurs d'onde, eh bien, on peut passer de cet Hamiltonien en A fois P à un Hamiltonien en dipôle fois champ électrique. Et ça, eh bien, c'est exactement cette transformation qu'on fait, c'est-à-dire que la dérivée du potentiel vecteur est au signe près égale au champ électrique, et l'action d'un champ électrique sur une charge, eh bien, c'est simplement ce moins x fois f de t. Donc, ce que j'ai fait ici, je l'ai fait de manière assez formelle, mais c'est quelque chose de bien connu en électromagnétisme. C'est ce qui permet de passer, encore une fois, de la jauge, ce qu'on appelle la jauge A fois P à la jauge D fois. Ça, c'est donc un premier Hamiltonien. Donc, c'est un Hamiltonien agréable. On a transformé donc quelque chose qui était avec un potentiel périodique V de x et puis ce potentiel vecteur en un problème où j'ai cet Hamiltonien indépendant du temps P2 sur M plus V de x, et puis ce terme complémentaire, donc c'est un champ de force linéaire en moins x fois f de t. Deuxième Hamiltonien que je vais considérer, c'est l'Hamiltonien U2, donc, qui est écrit ici, ce qui va me transformer ce x en x moins x0 et qui va laisser P invariant. Alors qu'est-ce que je vais prendre pour x0 là-dedans ? Le mieux, c'est peut-être que je développe déjà cet Hamiltonien-ci pour que ça nous serve de guide. Donc si je développe le carré que j'ai là, j'ai un P carré sur 2m, j'ai un moins P fois A de t sur m, j'ai un plus A carré de t sur 2m, et puis j'ai ce V de x. Alors, de la même façon que ici, je m'étais débrouillé pour choisir la bonne transformation unitaire pour éliminer le potentiel vecteur, là encore, je vais chercher à éliminer le terme en potentiel vecteur, c'est-à-dire que je vais chercher à éliminer ce terme linéaire en P. Alors ça, je vais pouvoir le faire parce que j'ai vu que, si je peux enlever un peu de lumière pour que vous voyez ça mieux, je vous rappelle que quand je fais la transition de type U2, je rajoute un terme linéaire à mon Hamiltonien qui est x0 point fois P. Donc si je choisis bien x0 point, eh bien, le terme que je vais rajouter ici va pouvoir m'éliminer le terme linéaire en P que j'ai dans mon Hamiltonien de départ. Donc c'est ça que je vais faire. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, puisque je rajoute x0 point fois P et que là j'ai un moins P A de t sur m, eh bien, il faut que je choisisse x0 point égale A sur m. Si je choisis ça, qu'est-ce que j'obtiens comme Hamiltonien transformé H2 ? Eh bien, j'ai P chapeau carré sur 2m, donc je suis parti. J'ai ce moins P A de t sur m, mais qui va venir se compenser avec cette chose-ci, qui va être donc plus P A de t sur m. Ensuite, j'ai ce terme en A carré t sur 2m, auquel je vais faire un sort dans un instant. Et puis enfin, j'ai le V de x là, et je vois que sous ma transformation, x devient x moins x0. Donc là, j'obtiens plus V de x moins, donc c'est a priori un x0 de t. Voilà. X est l'opérateur position. Alors, c'est presque bien ça. Il y a un A carré de t sur m qui est un petit peu embêtant. A carré de t sur m, c'est un nombre, ça. C'est un nombre qui simplement se contente de déplacer en fonction du temps l'énergie de référence de mon système, mais ce nombre ne dépend ni de x ni de p, ni de l'opérateur position, ni de l'opérateur impulsion. Donc c'est très facile de se débarrasser de ce nombre, simplement en refaisant une troisième transformation qui est écrite dans les notes. Je l'ai appelée U3, mais c'est une transformation presque triviale qui consiste simplement à multiplier toutes les fonctions d'onde par la bonne fonction dépendant du temps. Donc j'admets que je le fais et je me débarrasse de ça. Et voilà, donc j'ai mes trois Hamiltoniens qui vont me servir dans ce cours. L'Hamiltonien de départ avec son potentiel vecteur ici, et puis les deux Hamiltoniens H1 et H2. H2, c'est quoi ? Bien, c'est finalement ça, si je reviens maintenant à mon problème initial, qui est le problème d'un réseau vibrant. Eh bien, je suis dans le référentiel du laboratoire, qui est un référentiel galiléen. Mon réseau bouge, vibre, ou il peut être accéléré, selon une loi x0 de t. Eh bien, ça, c'est donc l'Hamiltonien de mon réseau, enfin, d'une particule dans le réseau, quand je suis dans le référentiel du laboratoire. Et si je regarde la chaîne que j'ai faite ici, donc j'ai posé x0 point égale A sur M, et ensuite j'ai posé la force égale moins A point, eh bien, en faisant une transformation, un changement de repère, en passant dans le référentiel accéléré lié au réseau,
eh bien, j'obtiens un Hamiltonien qui est celui qui est écrit ici, qui n'est autre que le référentiel, simplement justement dans un référentiel accéléré. Puisque si vous regardez ce que vaut la force que je suis amené à mettre, cette force grand F, je n'ai plus beaucoup de place, mais je vais le mettre dans ce carré-là, cette force grand F, donc c'est moins A point, et A point, c'est donc la dérivée de A, c'est donc la dérivée de mx0 point, donc c'est moins m x0 seconde. Donc la force F que je suis amené à mettre ici, c'est bien la force d'inertie que je trouve quand je change d'un référentiel, quand je passe d'un référentiel galiléen, qui est le référentiel du laboratoire, au référentiel non galiléen, qui est le référentiel dans lequel le réseau est immobile, ce réseau étant en train de vibrer dans le référentiel du laboratoire. Donc, ce que j'ai écrit ici, si vous reconstruisez complètement les transformations, vous partez par exemple de H2 dans le référentiel du laboratoire, vous appliquez U2 croix, puis vous appliquez U1, eh bien c'est la succession de ces deux transformations, c'est un changement de référentiel de galiléen à non galiléen. Et les termes qui apparaissent, en particulier ce moins x f de t, c'est simplement la force d'inertie, moins m x0 seconde, que vous trouvez dans tout changement de référentiel de ce type. Voilà. Donc maintenant, on a nos outils, ces trois Hamiltoniens H0, H1 et H2. Et comme je le disais, c'est avec eux qu'on va jongler. Selon les cas, on va en prendre un ou l'autre pour traiter les problèmes qui nous intéressent. Donc voilà, j'ai rappelé tout ça sur cette diapositive. Si jamais il y avait une faute de signe au tableau, normalement, il n'y en a pas sur le transparent, mais je pense que je n'ai pas dû trop me tromper, j'espère. Donc le H0 qui est ici avec son potentiel vecteur, U1 et U2 qui me donnent pour H2 l'Hamiltonien dans le référentiel du réseau, et pour H1 dans le référentiel du réseau, et pour H2 dans le référentiel du laboratoire, avec ce lien entre force, potentiel vecteur et accélération. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on se focalise sur ce réseau vibrant, donc un mouvement périodique pour petit x0 de t, la position des nœuds du réseau, et en particulier qu'on se focalise sur l'approximation des liaisons fortes qu'on a vu la semaine dernière, dans laquelle le traitement mathématique est très simple et dans laquelle les effets physiques sont assez transparents, comme vous allez le voir. Alors, ce problème d'un Hamiltonien vibrant n'est pas lié à l'apparition des réseaux optiques. Les gens se sont posés ces types de questions bien avant que les atomes froids ne soient mis dans des réseaux optiques. En fait, le problème initial a été étudié par les auteurs que j'ai mis ici. Il s'intéressait au comportement d'électrons dans des cristaux quand ce cristal était soumis à un champ électromagnétique, à une onde. Typiquement, vous pouviez avoir un super réseau et puis une onde dans l'infrarouge lointain. Donc le champ électrique de l'onde mettait les électrons en mouvement. Et la question que se posaient les auteurs, c'est comment était modifiée la conduction électrique en présence de ce potentiel périodique qui agissait sur l'électron créé par l'onde infrarouge. Et en particulier, ce qui avait été montré, et ce qu'on va retrouver dans ce cours, c'est qu'il y a des valeurs du champ oscillant, j'en ai mis une ici, mais en fait il y en a toute une série, de valeurs du champ oscillant pour laquelle le transport des électrons dans le cristal est complètement inhibé. Donc c'est un problème, comme j'ai dit, donc, qui est un problème ancien. Ce problème a été remis au goût du jour avec les atomes froids, d'une part pour mettre en évidence l'effet qui n'était pas si évident que ça à voir avec des électrons dans les réseaux, et puis par ailleurs parce que pour les atomes froids, cette idée de contrôler le transport, donc contrôler l'effet tunnel si vous voulez, ça peut avoir des applications importantes. Une première application, qui a peut-être été celle qui a motivé initialement les gens à regarder ça, c'est de se dire, de repartir d'un point que je mentionnais la semaine dernière, à savoir que quand on s'intéressait à la nature des phases qu'il y avait dans un réseau optique, eh bien ces phases résultaient d'une compétition entre l'énergie cinétique, décrite par le coefficient tunnel, qui tendait à favoriser des condensats de Bose-Einstein, des états de champ moyens, et puis l'énergie d'interaction, qui tendait au contraire à favoriser des états fortement corrélés de type isolant de Mott. Eh bien, pour avoir un paramètre de plus sur cette compétition, pour contrôler de manière plus fine les deux paramètres qui rentrent là-dedans, donc le coefficient tunnel d'une part et l'interaction d'autre part, eh bien, on peut se dire que l'idée de moduler le réseau, ça va être un moyen de contrôler donc le transport, donc de contrôler l'effet tunnel. Donc ça va nous donner une poignée, un moyen d'agir sur un des deux paramètres, en l'occurrence le terme d'énergie cinétique, des atomes dans le réseau. Donc ça, c'est une première motivation, contrôler le coefficient tunnel grâce à une vibration du réseau pour favoriser la transition vers un isolant de Mott.
Deuxième application, sur laquelle on reviendra, comme je l'ai déjà dit, l'an prochain, c'est que ces contrôles de coefficient tunnel peuvent vraiment donner naissance à des phénomènes non triviaux, en particulier ils peuvent devenir complexes, et ça peut correspondre à l'apparition de champs magnétiques artificiels. Alors on ne va pas le décrire cette année, on va se contenter de garder des coefficients tunnels réels. Vous allez voir qu'ils peuvent changer de signe, mais ils vont rester réels. Mais l'an prochain, on verra comment est-ce que ces coefficients tunnels peuvent même devenir, acquérir une partie imaginaire non nulle et donc simuler des champs magnétiques. Donc pour la position du problème. Donc, comme j'ai dit, je vais me limiter à je vais prendre l'approximation des liaisons fortes. Donc je prends mon réseau 1D pour commencer, donc avec ce potentiel dans le référentiel du laboratoire qui est en sinus carré kx moins x0. x0 de t est périodique, de pulsation petit oméga. Par exemple, ça peut être un mouvement sinusoïdal de type x0 bar égale cosinus oméga t. x0 bar, ici, c'est donc l'amplitude du mouvement du réseau. Expérimentalement, il est choisi pas très petit, mais disons plus petit ou du même ordre que la période du réseau. Dans l'expérience que je vais montrer tout à l'heure, qui est une expérience faite à Pise, eh bien, je crois que le x0 bar maximum qu'ils sont allés explorer, c'était une demi-période du réseau. Donc voilà, ça c'est le réseau dont on part. Et puis, on va donc s'intéresser à ce modèle de liaison forte pour simplifier le traitement. Donc on va restreindre la dynamique des atomes à la bande d'énergie fondamentale et en plus, on va se limiter à des transitions entre proches voisins. C'est-à-dire que je vais considérer une dynamique qui est réduite à la fonction de Wannier, la bande fondamentale sur ce site-ci, ce site-là, et je vais considérer comme dynamique pour mon atome la possibilité qu'il a de sauter du site J au site J plus 1, mais je vais négliger les éléments de matrice de saut direct de J à J plus 2. Je vous rappelle qu'on avait regardé ça la semaine dernière en détail. On avait vu que c'était une bonne approximation. Dès que V0 était de l'ordre de la dizaine d'énergie de recul, eh bien, les sauts à deux voisins, les sauts de J à J plus 2, leur élément de matrice était de l'ordre du pourcent du saut de J à J plus 1, donc on peut les négliger de manière assez sereine dès que V0 dépasse ou est de l'ordre de la dizaine d'énergie de recul. Alors, quel est l'hamiltonien de Hubbard? Donc, une fois que je me restreins à la limite des liaisons fortes, quel est l'hamiltonien de Hubbard pour un réseau secoué? Je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois pour un réseau non secoué. Donc, si je prends un réseau fixe, j'avais pris cette petite représentation diagrammatique, là où les ronds représentent les fonctions de Wannier, la fonction de Wannier sur le site J, J-1, J plus 1. Le coefficient tunnel grand J me décrit comment est-ce que l'électron peut sauter du site J au J-1 ou J plus 1. Et donc toute la question, c'est comment écrire l'équivalent de ça pour un réseau mobile. Alors, ce n'est pas évident de prendre le point de vue de l'hamiltonien H2. Vous voyez, H2, c'est l'hamiltonien du réseau dans le référentiel du laboratoire. Prendre ça directement dans le formalisme des liaisons fortes, donc en limitant une bande, ce n'est pas évident de savoir quoi écrire. Mais là, qu'à cela ne tienne, comme on a deux autres hamiltoniens de disposition, on a H0 et H1, on ne va pas travailler avec H2, on va travailler avec H0 ou H1. Prenons H1. Donc, je fais un changement de référentiel, je vais mettre dans le référentiel accéléré, référentiel lié au réseau, donc je vibre avec le réseau, et en vibrant avec le réseau, j'ai donc cette force d'inertie, moins F de t, enfin ce potentiel lié à la force d'inertie, moins F de t fois l'opérateur position qui apparaît. Je vous rappelle que le F de t est écrit ici, c'est moins m x0 secondes. Alors, pour ça, maintenant on a un hamiltonien qui est donc nettement plus simple à écrire, dans le formalisme de Hubbard. Premier terme, p carré sur 2m plus v de x, c'est ce que j'ai quand j'ai un réseau fixe. Donc lui, c'est ce qu'on a écrit la semaine dernière. Je connais son expression quand je me restreins à une bande. Ça va être moins grand J, mon coefficient tunnel, fois l'opérateur de saut de la droite, enfin du site J au site J plus 1, plus l'opérateur de saut du site J vers le site J moins 1. Donc cet opérateur de saut, qui est donc l'opérateur de translation d'un pas du réseau, je l'appelle T1, et j'ai donc T1 qui me fait passer de WJ à WJ plus 1, T1 croix me ferait passer de WJ à WJ moins 1. Donc voilà l'hamiltonien qu'on a étudié ensemble la semaine dernière, on a trouvé ses états propres et ses énergies propres, moins J, T1 plus T1 croix. Et puis j'ai donc ce deuxième terme lié à la force d'inertie, mais ce deuxième terme il n'est pas bien méchant puisque c'est un nombre, f de t, fois l'opérateur position x dans le réseau. Et tout ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'écrive la projection de l'opérateur x sur la bande fondamentale.
Ça, c'est un calcul qui n'est pas trivial, mais bon, il est fait dans des références que j'ai données dans les notes. Le résultat est assez intuitif, hein, c'est juste arriver à ce résultat qui n'est pas évident, pas complètement trivial. Qu'est-ce que c'est cet opérateur position X projeté sur la bande fondamentale? Eh bien, c'est simplement faire la somme sur tous les sites du réseau. La position du jm site, c'est petit a la période du réseau fois l'indice J, l'indice entier qui me repère le site. Et puis ici, j'ai la projection sur l'état J, sur la fonction de Vanier J, WJ, WJ. Donc, ce que j'utilise là simplement, c'est que l'opérateur position, il est donc diagonal dans la base de Vanier, et l'élément de matrice sur le site WJ, simplement le centre de la fonction de Vanier, petit aj. Et le moins f de t est toujours en facteur ici. Voilà. Et j'ai encore une fois rappelé la définition de f de t, c'est moins m fois l'accélération du réseau. Voilà, donc là, vous voyez, je n'ai pas de problème, je peux écrire facilement mon Hamiltonien sous la forme H1. Vous pouvez réfléchir à la forme H2, c'est moins évident de savoir quoi mettre. Donc, je récapitule. Voilà la forme de cet Hamiltonien en forme H1, moins J T1 plus T1 croix pour le réseau non secoué, et puis le terme de secouage, qui est donc ce moins A F de T fois cette somme sur J de l'indice du site fois la projection sur ce site. Alors, si on réfléchit bien, comment caractériser le terme qui secoue le réseau? Eh bien, il y a deux paramètres pour le caractériser. Il y a d'une part la fréquence à laquelle ce réseau est secoué, ce que j'ai appelé oméga, petit oméga, enfin sa pulsation, et puis il y a l'amplitude avec laquelle je le secoue, ce que j'appelais x0 bar dans ce cas précédé. Alors, pour caractériser ces deux paramètres, eh bien, je vais introduire un nombre sans dimension, une fonction sans dimension qui est xi de t. Donc, comment est-ce que je définis cette fonction xi de t? Je prends donc oméga, la pulsation à laquelle ce réseau est secoué, je fabrique une énergie h bar oméga, et pour fabriquer un nombre sans dimension, je vais comparer cette énergie h bar oméga, qui est donc le quantum correspondant à l'oscillation du réseau, je vais le comparer au travail de la force f de t, la force d'inertie, sur une période du réseau. Donc j'ai ma force f de t, je multiplie par une période du réseau petit a, je mets un signe moins pour me débarrasser de ce signe moins-là, et je vais donc poser que xi de t, c'est ce nombre sans dimension qui caractérise donc finalement au numérateur, j'aurai l'amplitude avec laquelle je secoue le réseau, et au dénominateur, j'aurai petit oméga, la fréquence avec laquelle je secoue le réseau. Voilà. Xi de t est le rapport de ces deux paramètres. Le xi va revenir souvent dans la suite, donc je le définis tout de suite. Alors, je vous ai promis 3 Hamiltoniens, H0, H1 et H2. H2, je vous ai dit, il n'est pas très agréable en point de vue de Hubbard. H1, il est écrit ici. Que penser de H0, l'Hamiltonien intermédiaire, celui dont je suis parti avec le potentiel vecteur? Eh bien, lui, il est aussi assez intéressant, et on aura l'occasion de l'utiliser. Donc, comment est-ce que je peux trouver l'Hamiltonien H0? Je peux partir de H1 et puis faire la transformation unitaire inverse. Je vous ai dit que je passais de H0 à H1 avec un U1. Donc, si j'ai H1 maintenant écrit ici, je peux revenir à H0 en mettant U1 croix. Alors, il faut que je prenne la version discrétisée de U1. U1, je vous rappelle ce que c'était l'exponentielle de l'opérateur position x. Mais comme je vous ai dit que l'opérateur position était diagonal dans la base de Vanier, eh bien, U1 de t agissant sur une fonction de Vanier WJ, c'est simple, c'est proportionnel à la fonction WJ, et le quotient de proportionnalité, c'est simplement e puissance moins i j fois a, qui est le centre de cette fonction de Vanier, fois le P0 de t sur h bar. Alors, ayant ça, eh bien, je suis capable de faire la transformation U1 croix agissant là-dessus, et on arrive au résultat suivant. C'est un calcul, je ne vais pas le refaire en détail, on l'a déjà fait au tableau une fois. Hein. Mais ce que je trouve, c'est que quand je somme donc, le terme en U1 croix H1 U1 plus le terme qui fait la dérivée de mon opérateur unitaire, eh bien, tout se ramène à des termes de saut. Donc j'ai moins J, toujours mon quotient tunnel, T1 fois un nombre de module 1, T1 croix fois un nombre de module 1. Donc, dans le point de vue H0, je retrouve simplement un problème avec des coefficients tunnels. Je n'ai pas de force d'inertie dans ce point de vue-là, mais mes coefficients tunnels deviennent complexes. Donc, si je reprends toujours mon petite représentation diagrammatique que j'ai déjà utilisée de multiples fois, eh bien, dans le point de vue H0, qui encore une fois est assez commode sur le plan mathématique, eh bien, on a cette image. L'atome peut sauter du site J au site J plus 1 ou au site J moins 1. Quand il saute de J vers J plus 1, il le fait avec un quotient tunnel grand J fois e puissance plus i à P0t sur h bar. Et quand il saute de J vers J moins 1, il le fait avec un quotient tunnel qui est moins J e puissance moins i à P0t sur h bar. C'est important évidemment d'avoir plus, si je mets plus i à
exponentielle plus I à P0T quand je vais vers la droite, c'est important d'avoir le sigma quand je vais vers la gauche pour que l'hamiltonien reste hermitien, bien sûr. Sinon, l'hermiticité ne serait pas garantie. Voilà, donc là, l'hamiltonien est simple, hein, c'est juste une somme de T1 et de T1 croix, mais j'ai ce caractère complexe et dépendant du temps des coefficients tunnels qui est apparu. Bien, alors on va voir dans la suite du cours comment traiter cet hamiltonien sur le plan mathématique, mais je voudrais commencer tout de suite par vous donner les résultats expérimentaux qui nous serviront de guide à ce qu'on cherchera à trouver ensuite sur le plan mathématique. Et donc je vais passer quelques diapositives maintenant à décrire une jolie série d'expériences faites par Ennio Arimondo à Pise, dans lequel il a pris précisément un réseau à une dimension. Il a mis dedans des atomes, alors en l'occurrence c'était des atomes de rubidium. Le réseau optique était fait avec de la lumière à 852 nanomètres. Les atomes de rubidium étaient condensés, donc ils avaient initialement une distribution d'impulsion très, très faible. Et puis il a chargé ces atomes dans ce réseau, et ensuite il a mis ce réseau en mouvement, en le faisant vibrer, et il a trouvé des choses que je vais vous montrer dans un instant. Donc le point de départ, hein, c'est un réseau qui au début ne vibre pas. La profondeur de ce réseau est de 4 à 9 énergies de recul. 9 c'est bien, 4 c'est un petit peu juste pour appliquer l'approximation des liaisons fortes que j'ai utilisées juste aux diapositives précédentes. Bon, néanmoins, vous allez voir, les résultats expérimentaux ça marche bien malgré tout. Comme j'ai dit, les chercheurs de Pise sont partis d'un condensat de rubidium, donc quelque chose qui a une distribution d'impulsion très faible à l'échelle de petit k, de h bar k, l'impulsion d'un photon. Donc la distribution d'impulsion est étroite par rapport à la largeur de la zone du bruit loin. Donc en branchant le réseau optique de manière adiabatique, eh bien, les atomes sont chargés dans la bande fondamentale au voisinage de Q égale 0. Donc l'état initial des atomes, c'est à Q égale 0 ici, ou voisinage de Q égale 0, dans la bande fondamentale. Ensuite, eh bien, ils ont branché une modulation sinusoïdale du réseau. Ça, c'est simple à faire. Les fréquences dont on parle, là, des fréquences de vibration, sont de l'ordre de quelques kilohertz. Donc ça, c'est des fréquences facilement générables par des modulateurs acoustes-optiques. Donc ce qu'il faut, c'est prendre une fréquence nu1 en faisant passer ce faisceau dans un modulateur acoustique, nu2 dans un autre modulateur acoustique, et en changeant la fréquence de ces modulateurs acoustiques à l'échelle du kilohertz, on obtient donc un réseau qui peut vibrer. Donc on a un réseau qui vibre sinusoïdalement. Je vais écrire la vibration du réseau sous la forme x0 de t égale x0 bar l'amplitude fois cosinus oméga t. J'ai déjà dit que x0 bar, sa valeur était typiquement une fraction de la période du réseau, lambda sur 2 ici. Et donc on a un potentiel qui, dans le référentiel du laboratoire, est comme ceci. Et ensuite, eh bien, il s'agit d'étudier la dynamique des atomes dans ce réseau en train de vibrer. Et par dynamique, là, ce que j'entends, c'est l'étalement du paquet d'ondes. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on regarde ça. On prend un paquet d'ondes qui est assez bien localisé dans l'espace des positions. Il est bien localisé dans l'espace des impulsions grâce à l'utilisation de condensat, mais il est également bien localisé dans l'espace des positions. Ça ne viole pas Heisenberg, hein, rassurez-vous, mais bon, delta x n'est pas très grand. Et puis, on va laisser ce paquet d'ondes s'étaler dans le réseau vibrant. On va montrer que cet étalement est compatible avec un mouvement de tunnel, avec un quotient tunnel, mais ce sera un quotient tunnel J', différent du quotient tunnel J qu'on aurait en l'absence de vibration. Et toute l'idée, c'est de mesurer comment varie le rapport J' sur J en fonction des paramètres de la modulation. C'est ça l'expérience de Pise. Voilà. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour mesurer l'étalement des atomes dans le réseau? Donc, initialement, le réseau donc, est selon l'axe X ici. Initialement, il y a dans la direction transverse un faisceau laser qui piège les atomes. Donc le condensat dont je vous parle est chargé ici. Ce n'est pas à l'échelle, hein, le condensat n'occupe pas que 3 sites, c'est plusieurs dizaines de microns. Mais bon, disons que les atomes sont quand même localisés par rapport à l'extension totale du réseau disponible. Et puis, à un instant donné, eh bien, on va relâcher les atomes en coupant le piège dipolaire rouge, mais les atomes restent confinés dans la direction transverse. C'est-à-dire que les atomes ne peuvent pas s'échapper parce que le potentiel du réseau lui-même confine les atomes au voisinage de l'axe X. Donc simplement, les atomes, ce qu'ils peuvent faire, c'est s'étaler le long de l'axe X dans le réseau, en restant donc confinés dans le plan perpendiculaire YZ. Les temps d'expansion qui sont utilisés dans cette expérience vont jusqu'à 200 millisecondes, donc ça donne bien le temps aux atomes de s'étaler.
Et simplement, ce qu'il faut faire, c'est comparer à quelle vitesse est-ce que ce paquet d'ondes s'étale quand le réseau est fixe et quand le réseau est modulé. Et en comparant les deux vitesses d'étalement, finalement les deux écarts quadratiques moyens de la position d'impulsion après une certaine durée, on peut remonter au rapport du coefficient J' en présence de modulation au coefficient J en l'absence de modulation. Toutes ces expériences sont bien compatibles avec l'idée qu'on peut continuer à décrire la dynamique avec un coefficient tunnel, simplement c'est un coefficient tunnel modifié, renormalisé, si vous voulez. Donc, j'ai encore rappelé ici tous les paramètres, le potentiel, la vibration, et ce qu'ont fait les chercheurs de PIS, c'est de faire varier plein de paramètres différents. Ils ont fait varier la fréquence de vibration du réseau, donc je dis qu'elle était de l'ordre de quelques kilohertz, mais ils l'ont fait varier par un facteur 2 ou 3. Ils ont utilisé plusieurs profondeurs de réseau, entre 4 et puis la dizaine d'énergie de recul. Ils ont utilisé différentes amplitudes de vibration du réseau, je t'ai dit jusqu'à 0,5 fois la période du réseau. Et le résultat remarquable, c'est que tous ces résultats, quand on fait varier tous ces paramètres, tous ces résultats se mettent sur une courbe universelle. Quand on trace le rapport J' sur J, c'est-à-dire le rapport effet tunnel en présence du réseau divisé par, enfin, coefficient tunnel en présence du réseau divisé par coefficient tunnel en absence du réseau, eh bien, si on trace ça en fonction du bon paramètre, tous les points tombent sur une même courbe. Ce bon paramètre, quel est-il? Eh bien, c'est ce paramètre xi0 qui caractérise, comme je l'avais introduit tout à l'heure, d'une manière sans dimension, les deux points du réseau, à savoir son amplitude d'une part et puis sa fréquence de vibration d'autre part. Je vous rappelle que xi de t, je l'avais défini comme le rapport de travail de la force F de t sur une période spatiale divisée par h bar oméga. Donc xi0, c'est simplement le travail de la force F à l'instant 0 sur une période spatiale divisée par ce quantum h bar oméga. Et en prenant un x0 de t qui varie comme ceci, donc la force, je vous rappelle, c'est moins m fois la dérivée seconde de x0, eh bien vous trouvez que ce paramètre xi0 qui est intéressant, c'est la masse des atomes fois la pulsation de vibration du réseau, la période du réseau fixe, l'amplitude de vibration x0 bar divisé par h bar. Voilà. Donc le réseau, la partie modulée du réseau intervient à la fois via oméga et via x0 bar. Eh bien, quand on trace tous les points en fonction de xi0, on obtient cette courbe universelle. Alors vous noterez que ce que j'ai tracé, ce n'est pas vraiment J' sur J, c'est valeur absolue de J' sur J. Quand je regarde l'étalement de mes atomes dans le réseau, je ne sais pas déterminer le signe de J. Je peux simplement voir son amplitude en voyant avec quelle vitesse ça s'étale, mais je ne sais pas si J' est positif ou négatif. Je vous avais dit la semaine dernière que grand J, le coefficient statique, quand il n'y a pas de dépendance temporelle, était forcément positif pour que l'état fondamental du système n'ait pas de nœud. Mais en présence de modulation temporelle, il n'y a pas de théorème qui me dit que J' doit être positif ou négatif. Simplement, ce que je mesure là, c'est simplement la valeur absolue de J' divisée donc par J. Il y a également une courbe pointillée là, qui est ce n'est pas un feed des données, simplement une prédiction théorique qu'on va voir ensemble dans un instant. C'est la valeur absolue de la fonction de Bessel J0 du paramètre petit xi0, le paramètre sans dimension qui est là. Et vous voyez que l'accord entre les points expérimentaux et cette fonction de Bessel, enfin cette valeur absolue de fonction de Bessel est très bonne. Alors, je vous ai dit ici, on n'a que la valeur absolue de J', néanmoins on peut avoir accès au signe de J' en faisant une expérience différente. Si on veut avoir accès au signe de J', donc il ne faut pas regarder l'étalement en présence de réseau, ce qu'on peut faire, c'est faire un temps de vol sans réseau. On peut aller voir où est-ce qu'après un certain temps, les atomes sont allés s'accumuler dans la zone de Brillouin. Je vous ai dit la semaine dernière que si J est positif, les atomes doivent s'accumuler au centre de la zone de Brillouin en Q égale 0. Et je vous avais dit justement qu'il fallait que J soit positif, parce que sinon, si J était négatif, les atomes iraient se mettre au bord de la zone de Brillouin, en Q égale plus ou moins K, et ça, j'en voulais pas parce que c'était des fonctions qui avaient des nœuds, et l'état fondamental d'un Hamiltonien indépendant du temps ne doit pas avoir de nœuds. Donc c'est pour ça que J devait être positif quand il n'y avait pas de dépendance en temps. Mais là, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est est-ce qu'en présence de la dépendance temporelle de l'Hamiltonien, est-ce que les atomes restent au centre de la zone de Brillouin, en Q égale 0, ou est-ce qu'ils peuvent aller se mettre sur les bords en Q égale plus ou moins K. Donc ça, on le voit directement en faisant un temps de vol, ça j'avais déjà expliqué dans les premiers cours pourquoi un temps de vol permettait de voir où étaient les atomes dans la zone de Brillouin. Et voilà le résultat qu'ont trouvé les chercheurs de Pise. Dans la première partie de la courbe ici, quand xi0 varie entre 0 et 2, avant que ça ne passe par une valeur compatible avec 0, eh bien, quand ils font leur temps de vol, ils trouvent qu'effectivement la distribution d'impulsion est centrée en P égale 0,
donc au centre de la zone de Brillouin, ce qui est donc compatible avec un coefficient J' renormalisé positif. En revanche, quand il dépasse la valeur 2, ici, pour cette arche-là de la valeur absolue de la fonction de Bessel, eh bien, ce qu'il voit très clairement, c'est que la distribution en impulsion est maintenant centrée en P égale plus ou moins H bar K, c'est-à-dire sur les bords de la zone de Brillouin. Donc là, eh bien, ça, c'est la signature d'un coefficient J' qui est négatif. Voilà, donc avec ça, ils ont déterminé à la fois l'amplitude de J' et son signe. Ils ont également regardé la largeur des pics, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais ils ont également regardé la largeur des pics ici, qui vous révèle si le gaz est bien cohérent. Alors initialement, on a un condensat, donc le gaz est bien cohérent, les pics sont étroits. Ce qu'ils ont trouvé essentiellement, c'est que la cohérence est maintenue, c'est-à-dire que les pics restent bien étroits sur des durées relativement longues, de l'ordre de 100 millisecondes, si on fait attention de bien choisir sa fréquence de modulation oméga. En pratique, il faut choisir oméga grand devant le coefficient tunnel grand J, donc il faut vibrer à une fréquence grande devant le temps typique H bar sur J, temps tunnel entre deux sites, mais il faut garder H bar oméga petit devant le gap entre la bande fondamentale n égale 0 et la première bande excitée n égale 1. Ça, c'est assez logique, hein. On sent bien que si jamais je commence à moduler le réseau avec une pulsation qui est voisine de l'écart entre bandes, à ce moment-là, l'approximation à une bande que j'ai utilisée jusqu'à maintenant va être mauvaise. Je vais pouvoir faire des transferts d'énergie résonnants. Mon atome va pouvoir grimper dans ces bandes d'énergie et à ce moment-là, je vais chauffer le système. Ce qu'ils ont trouvé également, c'est qu'il valait mieux rester, si on veut garder la cohérence longtemps, il ne faut pas se mettre trop près du point où J' s'annule, ici. Et ça, il l'interprète en termes d'interaction. C'est une interprétation qui me semble tout à fait légitime. C'est qu'en fait, donc, il charge un condensat de Bose-Einstein là-dedans, donc il charge des plans d'atomes. Le réseau est à une dimension, donc il faut voir qu'on a des plans d'atomes. Chaque plan contient pas mal d'atomes qui interagissent entre eux. Là, j'ai fait une description à une particule, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais il y a néanmoins des interactions entre atomes. Et quand l'effet tunnel disparaît, quand J' prend une valeur proche de 0, bien finalement, ces plans commencent à vivre une vie indépendante de leurs voisins. Il n'y a plus du tout de saut tunnel d'un plan vers l'autre. Et du coup, eh bien, du fait des interactions, la phase que j'ai dans ce plan-là va évoluer en fonction du nombre d'atomes que j'ai, de leur dynamique collisionnelle. La phase que j'ai dans ce plan-ci va évoluer d'une manière différente. Et comme je n'ai pas d'effet tunnel, je n'ai pas du tout d'effet de blocage de phase d'un plan par rapport à l'autre. Et donc, ça se traduit par de la décohérence quand on est au voisinage de J'. Donc, ces expériences, au moins avec des sites qui sont peuplés de manière macroscopique par des nombres d'atomes, eh bien, il faut quand même maintenir un certain effet tunnel entre les différents plans. Si on veut maintenir une cohérence d'ensemble du gaz, ça semble assez légitime de conclure ça. C'est ce que disent les chercheurs de Pise, en tout cas. Voilà. Alors maintenant, il va s'agir de comprendre ce qu'on vient de voir, et je vais procéder en deux étapes. Je vais d'abord avoir un paragraphe que j'ai qualifié de naïf, qui va permettre, en deux équations, de comprendre comment apparaissent les fonctions de Bessel. Mais vous allez voir que c'est quand même au prix d'approximations mathématiques assez sauvages. Et puis, j'aurai une deuxième partie, enfin, paragraphe 4, où là, j'essaierai de faire des choses un peu plus sérieuses, fondées sur le théorème de Bloch et sur ce qu'on appelle l'approche de Floquet, dont je dirai quelques mots. Mais je vais commencer par cette approche naïve, parce que bon, c'est toujours bien de savoir comment retrouver un résultat en deux lignes. Donc, allons-y. Pour ça, je vais commencer par un modèle à deux sites. Donc, je vais laisser tomber momentanément mon réseau infini, et je vais me limiter à deux sites, donc un site centré au point x égale moins a sur 2, un site centré en x égale plus a sur 2, donc deux sites séparés d'une distance petit a, comme dans le réseau infini, mais j'oublie tous les autres sites possibles de mon réseau. Et je me place toujours dans le point de vue de l'hamiltonien H0, c'est-à-dire que je suis dans le point de vue où j'ai un terme de passage par effet tunnel et puis un terme lié à la force d'inertie F de t. Alors, le passage par effet tunnel, donc, comme je suis dans une approximation à deux sites, je peux simplement passer du site W- au site W+, et puis passer du site W+ au site W-. Donc ça, c'est très simple, moins J fois ça. Et puis, donc, le terme de force d'inertie, eh bien, c'est donc le moins F de t fois A, fois le projecteur sur la fonction W+, la fonction localisée à gauche, et puis moins le projecteur sur la fonction W-, localisée à droite. Alors, je peux réécrire ça en termes de matrice de Pauli, si vous voulez. Si j'écris ces matrices de Pauli dans la base W+, W-, eh bien, ça, c'est la matrice sigma x, qui me fait passer de plus à moins et de moins à plus, cette matrice-ci. Et là, c'est la matrice sigma z, qui donc donne un signe plus 1 sur W+, et un signe moins 1 sur W-.
Le problème qu'on a ici, c'est un problème qui est très voisin d'un problème qui est un ancien problème de la résonance magnétique, qui est ce problème d'un spin ennemi dont le moment magnétique associé est couplé à deux champs magnétiques. Un champ B0 qui est constant, qui est parallèle à l'axe X, qui va donc me donner naissance à ce terme-ci quand je vais écrire l'interaction moins mu scalaire B, et puis un champ oscillant, un B1 de T, si vous voulez, parallèle à l'axe Z, qui va me donner naissance à ce terme-là quand je vais écrire le moins mu scalaire B1. Et donc finalement, la question qu'on se pose via l'expérience qu'on a vue à Pise, là, à savoir comment l'effet tunnel est modifié en présence du terme oscillant qui est écrit ici, eh bien, si je prends la transcription en termes de spin ennemi, c'est comment est-ce que la réponse du spin au champ B0, le champ B0 c'est l'équivalent de ce coefficient tunnel grand J ici, donc comment le facteur de Landé, si vous voulez, est modifié du fait de la présence du champ oscillant B1 ou, si vous préférez, de cette force d'inertie oscillante F de T. Alors ça, c'est une question qui a eu une réponse il y a longtemps. La réponse, elle avait été apportée par Serge Haroche dans sa thèse avec Claude Konalji, Audouin et Sherman en 1970. Donc, ils s'étaient explicitement posé ce problème-là et ils avaient fait l'expérience pour trancher. Donc, je résume ce que j'ai dit à la diapositive précédente. Vous avez un champ B de T qui est un champ constant selon X, B0, et un champ sinusoïdal selon Z. B1 de T égale B1 bar cosinus oméga T. Donc un hamiltonien qui est bien un terme constant sur sigma x et un terme sinusoïdal sur sigma z. Haroche et collaborateurs s'étaient mis dans une situation où oméga 0, donc la pulsation, la fréquence de l'Armor, la pulsation de l'Armor associée au champ B0 était petite devant la fréquence de modulation du champ B1, petit oméga, et par ailleurs, la fréquence de l'Armor, la pulsation de l'Armor oméga 1 bar associée au champ oscillant B1 bar, elle était d'ordre oméga, d'ordre de sa fréquence d'oscillation. Et ils avaient trouvé la chose suivante. Ils avaient trouvé que la pulsation oméga'0 en présence du champ B1 oscillant ramenait à la pulsation oméga 0 en l'absence du champ B1. Donc c'est l'équivalent vraiment mot pour mot du rapport J' sur J que j'ai écrit pour l'expérience de Pise. Eh bien, ils ont trouvé que ce oméga'0 sur oméga 0, ça dépendait d'un paramètre sans dimension qui était le rapport oméga 1 bar, cette pulsation de l'Armor pour le champ B1, divisé par oméga, la fréquence de vibration du champ B1. Et ça dépendait, c'était leurs résultats expérimentaux, donc là encore, il y avait une courbe universelle. Et là encore, cette courbe universelle, c'était une fonction de Bessel, J0, de ce rapport entre les deux nombres, oméga 1 bar et oméga. Et vous pouvez vous convaincre que si vous faites l'analogie mathématique, ce rapport oméga 1 bar sur oméga, c'est rien d'autre que le paramètre xi0 que j'avais introduit tout à l'heure. Donc il y a vraiment une dualité entre les deux problèmes. Hein. Les deux systèmes donnent des résultats très voisins. Simplement là, on a un système à deux sites, puisque j'ai un spin ennemi ici. L'expérience de Pise était un système avec un nombre infini de sites. Mais on va voir comment traiter les deux problèmes sur le même plan. Alors, le problème à deux sites, comment est-ce qu'on peut le traiter? Je vous ai dit avec deux équations seulement, en étant assez relâché sur le plan de la rigueur mathématique. On va écrire simplement notre équation de Schrödinger, et puis on va regarder ce qu'on peut en faire de simple. Donc je réécris encore une fois l'hamiltonien ici, moins j sigma x, ici le terme modulé en sigma z, où j'ai réintroduit mon paramètre sans dimension xi de t, donc qui s'écrit ici 1,5 de h bar oméga. Oméga, je vous rappelle, c'est toujours la fréquence d'oscillation. Xi de t, c'est ce rapport travail de la force divisé par h bar oméga. J'écris l'état de mon système sous la forme d'une superposition de W plus et de W-, avec des amplitudes alpha plus et alpha moins. Et l'équation de Schrödinger, c'est simplement I alpha plus point égale quelque chose, I alpha moins point égale quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, alpha plus est couplé à lui-même via le coefficient de la matrice sigma z, donc via l'énergie qui est modulée à cause de cette force d'inertie. Hein. Le problème que je regarde, c'est finalement les sites W plus et W- montent et descendent en énergie comme ceci. Donc vous avez ici cette montée et descente en énergie qui est décrite par ce terme oméga sur 2 xi de t. Et puis vous avez le couplage tunnel qui couple donc le site plus au site moins. Donc alpha plus point est couplé à alpha moins par ce coefficient j sur h bar, le coefficient tunnel. Même chose pour l'équation alpha moins. Alors pour essayer d'avancer un peu dans la résolution de cette équation, c'est toujours bien d'essayer de se débarrasser de l'évolution libre de alpha plus couplé à lui-même et de alpha moins couplé à lui-même. Donc ça c'est une méthode classique. Donc je vais redéfinir des nouvelles fonctions inconnues que je vais appeler des fonctions tilde, alpha plus tilde et alpha moins tilde, qui sont simplement alpha plus et alpha moins
fois l'évolution libre qu'ils auraient, donc que j'ai mis sous la forme exponentielle plus ou moins i état sur 2, où état, c'est simplement l'intégrale sur le temps, au coefficient oméga près, l'intégrale sur le temps de ce nombre sans dimension xi de t. Donc une fois que je prends ce changement de fonction inconnue, je me débarrasse de l'évolution libre, et j'obtiens comme ça une équation pour alpha plus et pour alpha moins, qui me donne simplement IH bar alpha plus tilde point, est couplé à alpha moins tilde, avec un coefficient au tunnel qui est donc simplement j fois e puissance i état. État dépend du temps, ici. État, c'est l'intégrale de 0 à t de xi de t'. Même chose pour alpha tilde moins, simplement, au lieu d'avoir un signe plus dans l'exponentielle, ici, j'ai un signe moins. Voilà. Bien, donc, voilà mes deux équations. Qu'est-ce que je peux dire de rapide sur ces équations? Donc, je les ai réécrites ici, ces équations. Ça, c'est donc la forme du vecteur d'état avec les variables tilde. Donc j'ai ces deux équations-là, j'ai la définition de état que j'avais donnée à la diapositive précédente. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est faire les choses la plus bestiale possible, si je puis dire. C'est simplement prendre la moyenne temporelle du membre de gauche et du membre de droite. Donc là, je change encore de fonction. Je vais définir encore autre chose. Là, je ne sais pas si c'est très lisible pour le fond, mais quand je prends la moyenne temporelle de cette équation ici sur une période d'oscillation de xi de t, je vais définir alpha plus et alpha moins bar, donc c'est la moyenne sur une période de alpha plus et moins tilde. Donc je moyenne temporellement ça. Je vois apparaître donc la moyenne temporelle, je dis que la valeur moyenne temporelle du produit, c'est le produit des valeurs moyennes, vous voyez, je recule devant aucun sacrifice. Donc je prends la valeur moyenne temporelle de puissance i état comme ceci, et j'ai donc une équation maintenant qui est une équation différentielle à coefficient constant, où j'ai simplement alpha plus bar point qui est couplé à alpha moins avec un coefficient j', où j' c'est grand J fois valeur moyenne sur une période de puissance i état, et puis même chose pour alpha moins. Alors, bon, comme j'ai dit, c'est quand même assez violent de faire ça. Ça peut se justifier quand même un petit peu mieux. Ça peut se justifier dans la limite où le quotient grand J, qui intervient ici, est très petit devant h bar oméga, oméga étant la pulsation avec laquelle la fonction état oscille. On peut s'autoriser un développement de Fourier de état, développer état en série de Fourier, et si on fait ce développement correctement, eh bien, on peut justifier ça. Je ne le fais pas ici parce que si on faisait ça, ça reviendrait à faire finalement le traitement de Floquet dont je vais parler tout à l'heure. Donc ce n'est pas la peine de faire deux fois un traitement rigoureux. Là, je me contente de vous dire comment obtenir facilement le résultat. Et effectivement, on a obtenu le résultat facilement parce qu'une fois qu'on a ça, eh bien, le tour est joué. Si vous regardez maintenant ce que vaut valeur moyenne de puissance i état sur une période, eh bien, si vous prenez xi égale cosinus oméga t fois xi 0, état, ce sera simplement sinus oméga t fois xi 0, et la valeur moyenne sur le temps de puissance i fois un sinus, eh bien ça, c'est précisément la définition d'une fonction de Bessel. Donc la fonction de Bessel qui sort, c'est rien d'autre que cette modulation, cette valeur moyenne de la modulation sur une période de puissance i état. Et donc c'est ça qui justifie, c'est ça qui permet de retrouver simplement le résultat trouvé par Haroche et compagnie en 1970, cette modification de oméga prime 0 par rapport à oméga 0, la réponse du spin 1,5 à la modulation rapide. Alors, on peut transposer ça directement au réseau infini. Vous avez vu comment ça se passe. Donc, pour le réseau infini, qu'est-ce qui va changer? Le plus simple, c'est peut-être de partir avec l'hamiltonien H0. Donc, l'hamiltonien H0, c'est celui qui a des taux tunnels modulés, comme ceci. Ça revient à prendre tout de suite les variables tilde, si vous voulez, dans le formalisme du deux sites que j'ai décrit précédemment. Donc, quand je prends cet hamiltonien H0 dépendant du temps et que je regarde mon équation de Schrödinger qui porte sur les coefficients du développement de ma fonction d'onde sur les différentes fonctions de Wannier, donc je développe phi de t sur les WJ, j'ai des quotients alpha j tilde. Mon équation d'évolution de Schrödinger, c'est alpha j tilde point est couplé à alpha j moins 1 et alpha j plus 1, avec ces coefficients et puissance i état et puissance moins i état, qui sont rien d'autre que les coefficients que j'avais vus apparaître tout à l'heure. Là encore, j'y vais froidement, je prends la moyenne temporelle sur le temps de ces équations, et je vois apparaître, eh bien, là encore, la valeur moyenne de J', qui est je vois apparaître J' qui est J fois valeur moyenne de puissance i état, ici, et là encore, ça va me donner cette fonction de Bessel, J0 de xi0. Donc, quand je fais cette approximation-ci, j'obtiens un système d'équations couplées qui me couple donc le site J au site J-1 et au site J+1, qui sont exactement les équations que j'aurai pour un réseau statique,
mais j'ai un taux tunnel qui est modifié par ce facteur, valeur moyenne de puissance θ, qui est donc cette fonction de Bessel, qui est une fonction de Bessel toujours plus petite que 1. Le taux tunnel est toujours réduit par rapport à sa valeur qu'il aurait en l'absence de modulation. Et ça permet donc de comprendre, très simplement, vous voyez, c'est cette équation-ci que je moyenne par rapport au temps, ça permet de comprendre le résultat de Pease. Bien. Maintenant, est-ce qu'on peut aller au-delà et est-ce qu'on peut essayer de faire des choses un petit peu plus rigoureuses qui permettront d'être généralisées à d'autres situations, des situations où je ne pourrais pas me limiter à une seule bande, par exemple. Et c'est là que c'est quand même intéressant de se replonger dans ce que nous dit le théorème de Bloch et de faire le lien avec l'approche de Floquet que je vais décrire dans un instant. Le théorème de Bloch, déjà, qu'est-ce qui nous permet de dire dans le cas dépendant du temps? Alors là, je vais paraphraser quelque chose que j'ai déjà dit dans je ne sais pas, ça devait être le cours 2, c'est que le théorème de Bloch continue à s'appliquer dans le cas dépendant du temps. Il faut faire attention évidemment à l'appliquer aux bons hamiltoniens, mais il continue à s'appliquer. Si je prends un hamiltonien du type H0, un hamiltonien avec un potentiel vecteur A de t comme celui que j'avais au tableau, et puis éventuellement un potentiel V de x qui dépend du temps, mais qui dépend du temps tout en restant spatialement périodique, alors je prétends que la forme de Bloch est préservée au cours de l'évolution. La dépendance en temps, ici, ne me gêne pas et préserve cette forme de Bloch. Plus précisément, ce que je vous avais dit à l'époque, c'est la chose suivante, c'est que si je pars d'une fonction de Bloch à l'instant t égale 0, c'est-à-dire une fonction phi de x à t égale 0, qui est écrite sous la forme d'une onde plane et puissance iqx fois une fonction périodique d'espace, avec la période du réseau, u de x à l'instant t égale 0, eh bien cette forme de Bloch est préservée au cours de l'évolution. C'est-à-dire qu'à n'importe quel instant t ultérieur, je sais que la solution de mon équation de Schrödinger avec cette condition initiale-là s'écrira sous la forme phi de x et de t, sous la forme puissance iqx avec le même q que le q initial, donc je garde le même quasi-moment q, et ce sera multiplié par une autre fonction périodique, u de x et de t, sur laquelle à ce stade, je n'ai rien de spécial à dire, mais j'ai préservé la forme de Bloch avec le même quasi-moment. Et la démonstration, je ne vais pas la refaire ici, mais elle repose sur le fait que si l'hamiltonien est périodique à chaque instant, s'il commute à chaque instant avec l'opérateur translation, eh bien l'opérateur d'évolution entre 0 et t commute également avec l'opérateur translation. Alors, comment est-ce que ça se transcrit pour nos trois hamiltoniens favoris, H0, H1 et H2? Alors, pour H0 et H2, c'est très simple. H0 et H2 rentrent bien dans la catégorie des hamiltoniens que j'ai écrits à la diapositive précédente, c'est-à-dire qu'ils sont bien sous la forme P-A de t au carré sur 2m plus un V de x qui est périodique. Dans le cas de H0, V de x était indépendant du temps. Dans le cas de H2, V de x dépendait du temps, mais c'était une translation, sa dépendance en temps, donc ça reste périodique vis-à-vis de l'espace. Donc pour ces deux hamiltoniens H0 et H2, la forme de Bloch est conservée, et elle est conservée donc avec le même quasi-moment. Le quasi-moment que j'aurai à l'instant t sera égal au quasi-moment que j'avais à l'instant t égale 0. Si je prends l'hamiltonien H1, lui, donc l'hamiltonien avec cette force en moins f de t fois x, lui, il n'est plus spatialement périodique. J'ai un potentiel linéaire en x, donc ce n'est pas un potentiel qui est invariant par translation par période du réseau. Néanmoins, je vais quand même pouvoir dire des choses intéressantes dessus, parce que je sais que cet hamiltonien H1, je peux le déduire, par exemple, de H0 via la transformation unitaire qu'on a vue ensemble. Je sais que si j'ai la solution pour l'hamiltonien H0, que j'appelais phi0, eh bien, j'aurai ma solution pour l'hamiltonien H1, phi, en faisant agir simplement sur phi0 l'opérateur unitaire U1. Et cet opérateur unitaire U1, je vous rappelle ce que c'est puissance moins i fois l'opérateur position x fois P0 de t sur H bar. Donc si vous prenez vis-à-vis de H0 cette forme de Bloch sur la forme puissance xq fois U de x et de t, eh bien quand vous faites agir cet opérateur U1 là-dessus, vous voyez que ça va être très simple. Je vais retrouver un moins ix qui va venir s'ajouter au q qui est là, fois P0t sur H bar. Donc je me retrouve avec une forme de Bloch avec un quasi-moment qui change en fonction du temps, qui devient un q de t. Le q de t que je trouve, c'est simplement le q que j'avais initialement pour ma fonction phi0 qui était conservé, moins le terme qui va apparaître ici, c'est-à-dire le moins P0t sur H bar. Donc, dans ce point de vue H1, j'ai toujours, si vous voulez, conservation de la forme de Bloch, mais avec un quasi-moment qui, cette fois-ci, défile dans le temps. Plus précisément, ce quasi-moment, c'est donc moins P0t sur H bar, et que je rappelle que P0, c'était aussi égal au potentiel vecteur, c'est encore écrit ici, P0 de t, c'est A de t, et A de t, c'est au signe près l'intégrale de la force.
Donc ce quasi-moment Q de t, finalement, il intègre la force d'inertie que j'applique à mon réseau. Donc la forme de bloc est préservée dans les trois cas, le quasi-moment est constant dans les deux premiers, et il défile ou il oscille dans le troisième. Voilà. Alors comment est-ce que je vais pouvoir appliquer ça à mon problème de réseau secoué quand je reste dans l'approximation à une bande? Eh bien, considérons l'hamiltonien H0. Je vous ai dit, c'est lui qui, sur le plan mathématique, est le plus simple, donc regardons l'hamiltonien H0. Donc je rappelle que cet hamiltonien H0, j'ai déjà dit, c'est un hamiltonien de saut T1 et T1 croix, donc saut entre proches voisins, avec ses coefficients tunnels modulés dans le temps en les puissances I à P0T ou les puissances moins I à P0T sur H bar. Je vous ai dit que la forme de bloc était préservée. Donc si je pars à l'instant t égale 0 d'une fonction de bloc, je dois avoir à l'instant ultérieur t une autre fonction de bloc. Mais je vous ai aussi dit la semaine dernière que quand on se limite à une bande, on n'a pas beaucoup le choix comme fonction de bloc. Parce qu'on n'a qu'une seule fonction périodique à notre disposition, c'est la fonction qui vaut 1 sur tous les sites. La seule fonction périodique que j'ai à ma disposition, quand je multiplie une bande, c'est la fonction qui est somme sur tous les sites des WJ avec le même coefficient sur tous les sites. Donc, à une constante multiplicative près, j'ai une seule fonction U à ma disposition. Donc, si je sais ça d'une part, et je sais d'autre part qu'en partant d'une fonction de bloc à l'instant t égale 0, je dois rester dans une fonction de bloc avec le même quasi-moment à l'instant t, et si je suppose par ailleurs que mon évolution me garde dans la bande fondamentale, je reviendrai la semaine prochaine sur cette approximation de rester dans la bande fondamentale. Je le discuterai via les associations de blocs. Mais si je fais cette approximation que je dois rester dans la bande fondamentale, eh bien, finalement, j'ai une énorme contrainte qui est apportée par le terme de bloc, c'est que ma fonction à l'instant t, psi de t, si je pars de l'instant t égale 0, donc de cette forme de bloc qui est puissance i, j à q, c'est l'équivalent de puissance iqx fois wj avec une certaine phase, eh bien, je dois avoir exactement la même forme à l'instant t, le même est puissance i, j à q, wj, simplement la seule chose qui peut changer, c'est la phase qui vient devant. Je n'ai pas le choix. C'est les contraintes imposées par ce théorème de bloc et cette restriction à la bande fondamentale. Donc, finalement, le problème il se résume à une seule chose, c'est quelle est la phase phi de q qui vient se mettre là-dedans. Tout le reste est contraint. Donc, je répète, c'est une solution qui est exacte dans le cadre de modèle à une bande, et la manière maintenant avec laquelle je vais pouvoir déterminer la valeur de phi de q, eh bien, c'est simplement d'injecter cette forme-là dans l'équation de Schrödinger. Je dois vérifier qu'effectivement, cette forme-là est bien solution de l'équation de Schrödinger, et je dois être capable d'exhiber de cette équation de Schrödinger la dépendance temporelle de phi de q. Donc faisons-le. Là encore, j'ai résumé tout ce qu'on venait de dire. Donc j'ai la forme proposée qui est ici, cette phase dépendant du temps, et puis la fonction de bloc associée au quasi-moment q qui est contrainte. L'hamiltonien, c'est l'hamiltonien qu'on a déjà vu, donc c'est l'hamiltonien sous la forme H0, avec T1 plus T1 croix. Et c'est très facile de vérifier que cette fonction psi de t, cette forme-là, est toujours état propre de l'hamiltonien H0, dépendant du temps. À n'importe quel instant, elle est état propre. Et pourquoi c'est ça? Eh bien parce que la fonction bloc psi de t, enfin, cette fonction-là, est état propre de l'opérateur de translation T1. Elle est également état propre de l'opérateur de translation T-1. C'est comme ça qu'on les a construites. Donc, la fonction de bloc qui est écrite ici est état propre de H0. Et c'est très facile de voir avec quelle est la valeur propre associée, puisque c'est simplement l'énergie, grand E, prise au bon quasi-moment. Si je ne mettais pas le P0 de t ici, ce serait simplement l'énergie E de Q, c'est comme ça qu'on a défini l'énergie propre. À cause du quasi-moment, enfin, P0 sur H bar qui vient s'ajouter là et puis là, eh bien, ce qu'on voit apparaître, je ne détaille pas les calculs, mais c'est vraiment très, très simple, ce qu'on voit apparaître, c'est que cet état-là est état propre de H0 avec l'énergie E de Q moins P0T sur H bar. Et je vous rappelle la valeur de E de Q qu'on avait déterminée ensemble la dernière fois. Quand je me limite à une bande et quand je me limite au saut entre proches voisins, E de Q, c'est simplement moins 2J fois cosinus à Q. Donc, finalement, résoudre l'équation de Schrödinger dépendante du temps dans ce problème-là, donc résoudre cette équation-ci, avec cet ansatz-là, eh bien, c'est simplement trouver la valeur de la phase phi de Q, ce que j'obtiens quand je prends IH bar des psi sur dt ici, j'obtiens donc IH bar fois moins I, donc H bar fois la dérivée par rapport au temps de phi Q, égale H0 agissant sur psi, mais je vous ai dit que psi était état propre de H0 avec la valeur propre grand E. Donc, résoudre l'équation de Schrödinger, simplement résoudre cette simple équation différentielle très simple, H bar dérivée par rapport au temps de la phase égale l'énergie de Q moins P0 de T.
sachant que la fonction P0 de t est connue, encore une fois, P0 simplement grand A, donc, et grand A est relié à la manière dont le réseau vibre via la formule qui est écrite là-bas au tableau. Donc finalement, c'est tout bête, hein, j'ai qu'à intégrer cette équation-ci, donc je trouve que phi q de t, c'est phi q de 0 plus 1 sur h bar, l'intégrale sur le temps de cette énergie E de Q moins P0 de T' dt'. Et là, je connais tout, je connais P0, donc je suis capable de faire cette intégrale. Alors, cette intégrale, regardons tout de suite sa valeur. Sa valeur, en fonction du temps, si je prends T quelconque, je n'ai pas de fonction analytique simple. En revanche, si je prends l'intégrale sur une période du réseau, donc je prends l'intégrale de 0 à grand T, où grand T c'est 2pi sur oméga, là encore, je vais avoir une formule simple, et là encore, je vais faire apparaître notre ami, la fonction de Bessel, puisque je vais me retrouver avec l'intégrale sur une période de cette fonction grand E, qui est une fonction cosinus, de P0 de t, et P0 de t est lui-même un sinus oméga t. Donc j'ai l'intégrale sur une période de cosinus d'un sinus, et l'intégrale d'un cosinus de sinus, ça, faites-moi confiance, c'est, là encore, la fonction de Bessel J0. Donc je vois réapparaître toujours cette même fonction de Bessel, avec toujours le même argument que J0, et je la vois apparaître de cette forme-là. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la phase que j'ai au bout d'un temps grand t, dans ma fonction d'onde ici, c'est la phase que j'avais à l'instant 0, moins 2j sur h bar, le 2j vient simplement du fait que grand E est proportionnel à moins 2j ici, moins 2j sur h bar, cosinus AQ, c'est ce que j'avais ici, fois cette fonction de Bessel, J0 de xi0. Voilà. Donc, voilà le premier résultat, et c'est à partir de ce résultat maintenant qu'on va essayer de comprendre la physique. Première chose, c'est de se dire que ce que je viens de faire sur une période, donc j'ai intégré le mouvement entre 0 et 2pi sur oméga, je peux le refaire sur grand n périodes. Donc, je peux calculer la phase accumulée sur n fois grand t. Et comme je vais retrouver à chaque fois la même intégrale pour ma phase, c'est évident de voir que la différence de phase entre l'instant nt et l'instant 0, c'est n fois la différence de phase entre l'instant 0 et l'instant grand t. Donc si je prends 5 périodes, eh bien, j'aurai une différence de phase qui sera 5 fois plus grande que sur une période. Donc c'est ce que j'écris ici, phi q de nt moins phi q de 0, c'est n fois phi q de t moins phi q de 0. Pour exploiter de manière optimum ce résultat, je vais introduire ce qu'on appelle une quasi-énergie, qui est simplement la différence phi q de t moins phi q de 0 divisé par grand T, la période multipliée par h bar. Donc je fabrique quelque chose qui est homogène à une énergie. Et plus précisément, si vous reprenez la valeur que j'avais tout à l'heure pour phi q de t moins phi q de 0, eh bien cette quasi-énergie ici, elle vaut moins 2j cosinus AQ fois ma fonction de Bessel, J0 de xi0. Comment je peux comprendre ça ? Je fais un petit dessin. J'ai représenté ici l'axe des temps. Ici, j'ai l'instant initial, l'instant t, l'instant de t, un instant nt. À l'instant t égale 0, je pars avec ma fonction psi de 0. Au bout de l'instant grand t, j'ai donc accumulé cette phase phi de grand t que je peux écrire en fonction de ma quasi-énergie epsilon de q sous la forme e puissance moins i e de q t sur h bar. Si je fais 2t, j'ai puissance moins 2iq t sur h bar. Ici, moins 2iq nt sur h bar. Vous voyez que si je regarde donc de manière stroboscopique mon système, je décide de ne pas le regarder à tous les instants continu t, mais si je regarde à des instants séparés par des nombres entiers de périodes, eh bien j'ai une évolution pour ma fonction d'onde qui est exactement l'évolution que j'aurais pour un Hamiltonien indépendant du temps. C'est une évolution que j'ai mise sous la forme e puissance moins i fois un temps fois une énergie divisée par h bar. Simplement, l'énergie que je suis amené à mettre ici, c'est cette quasi-énergie que je vois apparaître là. Donc, je réécris ce que je viens de vous dire, avec cette idée de stroboscoper le système, de le regarder avec une période t, l'évolution que j'ai, elle est identique à celle d'une onde de bloc dans un réseau qui serait indépendant du temps. Mais je vous rappelle que dans une onde de bloc, dans un réseau indépendant du temps, à ce moment-là, l'énergie grand E que je dois mettre, c'est grand E de Q égale moins 2J cosinus AQ, alors que la quasi-énergie que j'ai vue apparaître ici, c'est moins 2J cosinus AQ fois cette fonction de Bessel, J0 de xi0. Donc on voit apparaître d'une manière un peu différente, là je n'ai pas vraiment à ce stade de renormalisation du coefficient tunnel, je n'ai pas étudié le transport, mais ce que je vois apparaître de manière assez naturelle, c'est cette même fonction de Bessel, et je le vois apparaître avec une hypothèse en moins par rapport au traitement naïf que j'avais fait tout à l'heure. Le traitement naïf que j'avais tout à l'heure, je vous avais dit, je moyenne absolument sauvagement mon équation différentielle, je le faisais en ayant en tête le fait que ma fonction oscillait rapidement à l'échelle du temps tunnel h bar sur j. Là, pour dire ça, pour avoir cette interprétation stroboscopique, je n'ai pas du tout été obligé de faire une hypothèse sur le rapport J sur h bar oméga. Ce que je vous ai dit là est valable, quel que soit le rapport J sur h bar oméga. Ce que je vous ai dit là est simplement fondé sur l'utilisation du théorème de Bloch et la restriction à une bande.
Alors, je voudrais faire, pour terminer ce paragraphe, un lien avec la méthode de Floquet. Je ne vais pas décrire en détail la méthode de Floquet, ça m'emmènerait trop loin, mais je voudrais simplement dire que c'est une méthode qui est générale pour traiter une évolution hamiltonienne avec un hamiltonien h de t qui dépend périodiquement du temps avec une période grand T. Et cette méthode de Floquet, eh bien, elle peut se comprendre de la manière suivante. Commençons par prendre un hamiltonien indépendant du temps. À ce moment-là, je sais que je peux diagonaliser cet hamiltonien, j'ai des états propres que je note phi alpha, et je sais que ces états propres phi alpha sont également états propres de l'opérateur d'évolution, puisque l'opérateur d'évolution est simplement l'exponentielle de l'hamiltonien, avec des valeurs propres et puissance moins i e alpha t sur h bar. Maintenant, supposons que l'hamiltonien dépende du temps. À ce moment-là, j'ai toujours un opérateur d'évolution u de grand T sur une période de l'oscillation, sur une période 2π sur oméga. Cet opérateur d'évolution est unitaire, donc je peux toujours le diagonaliser. Les états propres de cet opérateur u de t ne seront pas reliés à des états propres de l'hamiltonien, puisque l'hamiltonien dépend du temps. Mais je peux toujours diagonaliser cet opérateur d'évolution, donc je peux toujours introduire des fonctions phi alpha. Comme l'opérateur d'évolution est unitaire, je sais que ses valeurs propres sont les nombres de module 1, donc je peux toujours mettre ces valeurs propres sous la forme et puissance moins i e alpha t sur h bar. Donc je peux toujours dire que j'ai une base de fonctions propres pour cet opérateur, telle que quand je fais agir u de t sur phi alpha, je sors ce puissance moins i e alpha t sur h bar fois phi alpha. Les E alpha ici, là encore, sont des quasi-énergies. Elles sont définies à 2π sur h bar près. C'est l'équivalent, si vous voulez, d'une zone de Brillouin pour des problèmes qui sont périodiques dans l'espace. Et puis quand on a ça, eh bien, on retrouve la propriété stroboscopique que je mentionnais tout à l'heure. C'est-à-dire que comme mon hamiltonien est périodique dans le temps, l'opérateur d'évolution de 0 à nt, c'est simplement l'opérateur d'évolution sur une période t élevée à la puissance n. Donc si vous prenez n'importe quel état initial à l'instant 0, et si vous le regardez de manière stroboscopique, eh bien, ce que vous pouvez dire, c'est que l'état à l'instant nt, c'est simplement l'état que vous aviez à l'instant t égale 0, avec le développement sur la base d'états propres, chaque état propre étant affecté du coefficient traditionnel et puissance moins i, e, fois le temps total divisé par h bar. Simplement, encore une fois, ça ce n'est valable que si je stroboscope, c'est-à-dire si je regarde des instants bien précis. Je n'ai rien dit ici sur ce qui se passe à l'intérieur d'une période entre 0 et t. Tout ce que j'ai dit, c'était que sur cette période t, l'opérateur U était unitaire. Donc ça s'applique tel quel pour le réseau vibrant. Cette méthode de Floquet, donc, ce qu'il faut, c'est donc trouver les états propres de l'opérateur d'évolution sur une période. Ça, en général, c'est quelque chose qui est non trivial, cette recherche d'états propres. C'est là que la méthode de Floquet nécessite quand même de relever ses manches. Trouver les états propres de l'opérateur d'évolution. Si je suis dans un espace de dimension élevée, il y a beaucoup d'états couplés, donc ce n'est pas évident. Et c'est là que les aspects techniques sont non triviaux. Mais ce que je sais, c'est que la forme de bloc, elle est préservée lors de l'évolution. Donc, en pratique, cette diagonalisation de l'opérateur d'évolution sur une période, ça consiste à se dire qu'en règle générale, l'opérateur d'évolution va mélanger des bandes. Donc ici, par exemple, je dessinais ce qui se passe à Q fixé dans un mélange de 4 bandes. Donc j'ai un opérateur d'évolution qui va évoluer en dimension 4, et je devrais trouver les 4 états propres de cet opérateur d'évolution. Mais pour notre problème, eh bien, dans l'approximation à une bande, là c'est très simple, parce que si je dis que je reste uniquement sur cet état-là, eh bien, là évidemment c'est trivial de diagonaliser l'opérateur, puisque je suis en dimension 1. Donc l'opérateur d'évolution est tout diagonal, donc la méthode de Floquet elle est réduite à sa plus simple expression, à savoir trouver la phase qui rentre dans l'évolution de ces états propres. Ces états propres sont forcément les psi nq, et donc il faut trouver cette phase, et trouver cette phase, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure ensemble en résolvant l'équation de Schrödinger. Donc, il y a bien un lien entre ce que je vous ai dit là et la méthode de Floquet. En général, la méthode de Floquet, on l'utilise dans une situation nettement plus sophistiquée, où il y a un mélange de fonctions, donc des choses à diagonaliser qui sont non triviales. Bon, ça, je vais peut-être le sauter pour passer au dernier paragraphe, dans les 10 minutes qui restent, pour vous décrire une autre expérience très jolie, qui a été faite à Hambourg et qui est à 2 dimensions. Je n'ai pas beaucoup parlé de phénomènes à 2 dimensions dans ce cours, donc ça va me donner l'occasion de parler de ce qui se passe quand on quitte la dimension unique et qu'on va à 2D. Alors l'expérience d'Hambourg a consisté là encore à secouer un réseau, mais ce réseau cette fois-ci est un réseau triangulaire qui est formé par 3 faisceaux laser se propageant dans le plan avec donc 3 faisceaux à 120 degrés les uns des autres, représentés comme ça. Les polarisations de chacun de ces faisceaux sont perpendiculaires au plan de la figure, ce que j'appelais l'axe Z, qui est perpendiculaire au plan ici.
Donc là, c'est très simple d'avoir la figure d'interférence de ces trois faisceaux. On peut additionner les trois amplitudes. Il n'y a pas d'effet de polarisation à prendre en compte. Il suffit d'additionner donc les amplitudes de chacun des champs. Le laser qui forme le réseau est désaccordé sur le rouge de la résonance atomique, ce qui veut dire que les atomes... Non, alors là, c'est une erreur. Sont piégés au maxima de l'intensité. Qu'est-ce que j'ai dit là c'est ce que j'ai écrit est faux. S'ils sont sur le rouge, c'est au maxima. Alors attendez. Là, il faut que du coup, j'ai un trou maintenant. Je ne me souviens plus s'ils sont au minima ou au maxima. Ça doit être écrit correctement dans les notes. Donc, ça ne va pas jouer de rôle dans la suite. Mais en tout cas, il y a une contradiction entre ce que j'écris ici et ce que j'écris là. Si le laser est désaccordé sur le rouge, ils sont au maxima. Si le laser est sur le bleu, ils sont au minima. Donc, faut aller voir dans les notes exactement comment est-ce qu'ils ont pris leur laser dans l'expérience d'Hambourg, dans le groupe de Klaus Engstock. Excusez-moi pour cette incertitude, mais elle est facile à lever. En tout cas, le reste ne devrait pas être trop faux. Donc, on a une intensité qui s'écrit comme ça, en sommant les trois amplitudes de ces trois ondes ici. Et ce qu'on trouve, donc, je ne me souviens plus si c'est les minima ou les maxima, puisque je ne me souviens plus si finalement le laser est sur le rouge ou sur le bleu. Mais en tout état de cause, l'endroit où se localisent les atomes, c'est un réseau triangulaire. C'est un réseau triangulaire, c'est-à-dire que c'est un réseau qui est de la forme J1, un nombre entier, fois le vecteur A1 dans le plan XY, plus J2, un autre nombre entier, fois A2, avec l'autre vecteur dans le plan XY. Et les vecteurs A1 et A2 se déduisent de ces vecteurs K1, K2 et K3. Je les ai représentés ici. Donc A1 pointe ici avec 60 degrés par rapport à l'axe horizontal, et A2 pointe de 60 degrés dans l'autre direction. Voilà, donc on a ce réseau triangulaire-là. Et donc, à ce stade, il n'y a rien de spécial, mais on va essayer de changer les coefficients tunnels pour passer d'un site à l'autre de ce réseau. Comment faire ça? Eh bien, l'idée va donc être de changer deux des phases des faisceaux laser par rapport au troisième. Donc, on se fixe la phase du faisceau 1, par exemple, et on va, toujours avec des modulateurs optiques, changer la phase Φ2 et la phase Φ3. C'est assez simple de se convaincre que comme j'ai deux phases que je peux changer, eh bien, je vais pouvoir secouer le réseau dans les deux directions de l'espace, à la fois selon x et selon y. Et plus précisément, vous pouvez vous convaincre que si vous prenez Φ2 égale Φ3, alors delta y est nul et le réseau bouge simplement selon l'axe x, si vous prenez la même phase là et là, même changement de phase là et là. Et en revanche, si vous prenez Φ2 égale moins Φ3, eh bien à ce moment-là, le réseau bouge seulement selon y. C'est simple de le voir quand on écrit le profil d'interférence de ces réseaux. Alors, faisons ça, secouons le réseau donc en modulant la phase Φ2 et Φ3. Quand on fait ça, eh bien, si on prend pour delta x quelque chose qui est en cosinus oméga t et delta y quelque chose qui est en sinus oméga t, donc on se débrouille pour avoir une modulation en quadrature selon l'axe x et selon y, donc je secoue le réseau comme ceci, avec des amplitudes x0 et y0, eh bien, on peut voir que ça change les coefficients tunnels de manière anisotrope. Le coefficient tunnel selon l'axe x ici, il n'est pas affecté par une modulation delta y. Si je secoue selon y comme ça, l'effet tunnel selon l'axe x n'est pas modifié. Donc le coefficient tunnel selon l'axe x, grand J, seconde, qui est écrit ici, il fait intervenir une fonction de Bessel, ça c'est comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et l'argument de cette fonction de Bessel fait simplement intervenir l'amplitude du mouvement selon x0. Ça ne fait pas intervenir l'amplitude du mouvement selon y0, le secouage selon cet axe-là. En revanche, le coefficient tunnel selon les deux autres directions du réseau, les directions A1 et A2, là, c'est les coefficients que j'ai appelés J', eux, il faut intervenir à la fois l'amplitude du mouvement selon x0 et l'amplitude du mouvement selon y0. Donc, en choisissant bien x0 et y0, eh bien, on est capable de choisir la modification des coefficients J', qui restent égaux entre eux, et du coefficient J seconde, qui, lui, varie de manière indépendante. Alors, quelles sont les solutions du problème, si je puis dire? On sait que les solutions du problème seront toujours des fonctions de bloc, ça c'est ce qu'on a vu ensemble. Ces fonctions de bloc, on se limite là encore à la bande fondamentale, c'est une bonne approximation pour cette expérience faite à Hambourg. Et on peut facilement donc regarder les énergies, si je me donne des coefficients J' et J secondes comme ça, on peut facilement regarder les énergies associées à ces fonctions de bloc psi-Q.
Donc là encore, je saute les calculs parce que c'est des calculs qui sont vraiment voisins de tous ceux qu'on a déroulés à une dimension à la fois la semaine dernière et cette semaine. Donc il n'y aurait pas d'intérêt à les refaire en détail. Mais quand on pousse ces calculs, donc on trouve que E de Q, l'énergie d'une fonction de bloc associée à un quasi-moment Q, donc Qx, Qy donné, ça fait intervenir J' et J seconde, donc les deux coefficients tunnels qui sont là. Et puis il y a des cosinus de A1 scalaire Q, cosinus de A2 scalaire Q et cosinus de A1 moins A2 scalaire Q. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est changer l'amplitude de J' et de J seconde à volonté grâce à cette modulation. Qu'est-ce que ça donne, ça? Et pourquoi c'est intéressant? Ben, regardons déjà ce que ça donne, et après je vous dirai en quoi c'est intéressant en termes de simulation. Donc j'ai réécrit ici ma fonctionnelle d'énergie, et regardons ce qui se passe déjà quand je module mes coefficients J' et J seconde, mais je ne cherche pas à changer leur signe. Si J' reste positif, si J seconde reste positif, alors c'est assez facile de voir quel va être le minimum de cette fonctionnelle d'énergie ici dans ma zone de Brillouin. De la même façon que quand j'étais à une dimension et que le quotient tunnel était positif, le minimum était en Q égale 0, Q nombre, puisque j'étais à une dimension, et bien là, le minimum va rester en Q vecteur égal à 0. C'est-à-dire que quand les deux coefficients tunnels sont positifs, le minimum reste au centre de la zone de Brillouin, ce qu'on voit par une expérience de temps de vol ici. Vous voyez que dans cette expérience de temps de vol, les atomes sont majoritairement à impulsion nulle. Et ça se comprend bien, puisque si je prends Q égale 0 là-dedans, cosinus vaut, ce cosinus-là va valoir 1, ce cosinus-là va valoir 1, celui-là va valoir 1, donc les trois cosinus valent 1, et comme J' et J seconde sont positifs, c'est bien ça qui minimise l'énergie E de Q. Maintenant, en modulant, je peux changer le signe à volonté, enfin, quand je dis je, Klaus Sengstock et son groupe à Hambourg ont pu changer le signe à volonté de ces coefficients tunnels. Donc, ils ont pu en particulier se débrouiller pour prendre J' négatif et J seconde positif. Et avec ça, ils vont pouvoir aller déplacer le minimum à l'intérieur de la zone de Brillouin. Donc si vous prenez J' positif et J' négatif et J seconde positif, et si vous cherchez à minimiser ça, c'est assez simple de voir ce qu'il faut faire. Vous voyez, J seconde reste positif, donc j'ai toujours intérêt ici à prendre un cosinus de 0. En revanche, J' est négatif, donc je préfère que le cosinus soit négatif ici et que le cosinus soit négatif là. Donc j'ai intérêt à prendre A1 scalaire Q égale pi, A2 scalaire Q égale pi, comme ça j'aurai un signe moins qui va venir là et qui va venir là pour compenser le signe moins du J'. Et quand je vais faire pi moins pi, ça va faire 0, donc ce cosinus-là continuera à valoir 0. Donc je vois que le minimum d'énergie va se déplacer dans ma zone de Brillouin. Au lieu de rester au point 0, il va venir se mettre donc à un point Q tel que A1 scalaire Q égale pi et A2 scalaire Q égale pi. Et ça, je vous ai donné tout à l'heure les valeurs de A1 et A2. Vous pouvez facilement voir que ça revient à mettre Q sur l'axe Y en ce point-ci et ce point-là. Donc on comprend donc tout de suite, vous voyez, que le temps de vol est modifié, les atomes vont se mettre à un endroit différent de la zone de Brillouin selon ce que je choisis comme coefficient J' et J seconde. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Et c'est ma dernière diapositive. Parce que c'est un premier pas en termes de simulation du magnétisme sur un réseau. C'est une simulation qui reste classique, comme vous allez le voir. On simule du magnétisme classique. Mais néanmoins, c'est une très jolie interprétation. Alors comment est-ce qu'on peut relier cette expérience, donc cette manière dont les atomes s'arrangent dans la zone de Brillouin en fonction des signes J' et J seconde, comment on peut relier ça au magnétisme? Eh bien, il faut que je vous dise quelque chose que je vais cacher jusqu'à maintenant, c'est le fait que dans la direction Z, le potentiel qui confine les atomes est beaucoup plus mou que dans la direction XY. Dans le plan XY, j'ai donc ce réseau qui confine les atomes à l'échelle de lambda, mais dans la direction Z, j'ai un potentiel beaucoup plus mou, donc mes atomes forment en fait des fils piégés par un piège harmonique selon la direction Z, mais j'ai beaucoup d'atomes par fil. Si vous voulez. Chaque point ici que j'ai dessiné, c'est en fait un fil qui s'étend dans la direction perpendiculaire au plan de la figure, et dans ce fil, j'ai beaucoup d'atomes. C'est ce que j'ai écrit ici. Et plus précisément, ces fils qui sont donc tous parallèles, eh bien, chacun contient un microcondensat de Bose-Einstein. Comme j'ai beaucoup d'atomes et que ces atomes sont très froids, ces atomes sont condensés, et donc je peux associer à ce fil d'atomes une phase, qui est la phase du condensat, sur le site θ indice J1, J2 du réseau. J1, J2, c'est ce qui me repère mes sites dans le plan XY. Donc, j'ai finalement un certain nombre de fils qui sont peuplés, et pour chacun des fils, j'ai une phase θ indice J1, J2.
Et une fois que j'ai compris que donc j'avais une occupation macroscopique de chacun des sites avec un condensat et donc une phase associée à ce condensat, je vais pouvoir réinterpréter mon Hamiltonien de Hubbard d'une manière un peu différente. Cet Hamiltonien de Hubbard, jusqu'à maintenant, j'avais toujours écrit sous forme d'une Hamiltonien à une particule, Hamiltonien à une particule qui couplait des voisins entre eux via des sauts. J'avais des termes comme ça, donc dans mon espace à deux dimensions, où je disais que je pouvais sauter du site J'1, J'2 au site J1, J2. J'1, J'2 étant voisin de J1, J2. Alors, pour comprendre comment interpréter ça en termes de condensat, peut-être le mieux, c'est de réécrire ça en termes de seconde quantification. En termes de seconde quantification, cet opérateur-ci, c'est détruire une particule sur le site J'1, J'2 et créer une particule sur le site J1, J2. Bien, là, je n'ai rien fait différent, j'ai simplement écrit de manière différente la même chose. Mais maintenant, si je dis que ce que j'ai en un site, c'est en fait un condensat. Un condensat peut être considéré comme une onde classique, si vous voulez. C'est une onde qui a une phase bien déterminée. Donc de la même façon qu'en optique, quand vous avez affaire à des faisceaux laser qui sont en état cohérent, vous remplacez froidement les opérateurs A et A croix par des champs classiques E de T cosinus oméga T, avec une phase bien déterminée. Et bien là, les opérateurs, c'est pas ça que je voulais faire, les opérateurs B et B croix que j'ai ici, je vais les remplacer par des champs classiques avec la phase associée à mon condensat sur le site J1 et la phase associée sur le site J2. Donc je vois apparaître ici un I θ J1, J2 et I puissance moins I, parce que je détruis ici, moins I, J'1, J'2. En plus, j'ai un terme d'amplitude en fait, qui doit venir se mettre là, qui est proportionnel à la racine du nombre d'atomes sur le site J1, J2 et racine du nombre d'atomes sur le site J'1, J'2. Donc du coup, ma fonctionnelle d'énergie que j'avais tout à l'heure, en fonction de ces opérateurs SO, là, eh bien, si je la réécris en termes de ces angles, θ1, θ2, enfin, θ J1, J2, θ J'1, J'2, eh bien, quand je fais intervenir le saut du site J' vers le site J plus le site J vers le site J', je vois apparaître ce terme de phase plus son complexe conjugué. Donc je vais voir apparaître un cosinus de θi moins θj. C'est I vecteur et J vecteur. Je vous ai dit, j'ai également les termes d'amplitude qui apparaissent ici. Je vais faire l'approximation qui a le même nombre d'atomes sur tous les sites. Donc j'ai un même racine de n qui va apparaître pour tous les opérateurs B et tous les opérateurs B croix. Donc ce racine de n fois racine de n, c'est le n que j'ai mis ici. Et je me retrouve donc avec un Hamiltonien avec une fonctionnelle d'énergie qui fait intervenir les différentes phases de mon condensat. Les différentes phases en différents sites θi et θj. I vecteur, J vecteur. Et cet Hamiltonien-là, eh bien, je peux le réinterpréter comme un Hamiltonien d'interaction de moments magnétiques classiques, qui sont libres de bouger dans le plan XY. θi, c'est l'orientation du moment magnétique situé sur le site J, c'est une petite aiguille aimantée, si vous voulez, une aiguille de boussole qui peut tourner en faisant un angle θi par rapport à une direction de référence, l'axe X par exemple. θj, même chose. L'Hamiltonien d'interaction entre mon aiguille de boussole ici et mon aiguille de boussole là, c'est proportionnel au cosinus de θi moins θj. Donc cet Hamiltonien-là, c'est l'Hamiltonien d'une infinité, si vous voulez, d'aiguilles de boussole réparties sur un réseau triangulaire qui interagissent entre elles, avec des éléments de matrice, grand J de IJ, qui sont simplement les sauts tunnels que j'ai écrits avant. Et déterminer l'état fondamental de ce système, en le regarder par temps de vol où est-ce que les atomes se situent dans la zone de Brillouin, eh bien c'est simplement donc regarder le minimum de cette fonctionnelle d'énergie. Et les chercheurs donc, de Hambourg ont pu relier les différentes phases qu'ils voyaient après temps de vol aux différentes phases d'équilibre d'un système de moments magnétiques en interaction comme ça. Donc, le cas où tous les atomes sont dans Q égale 0, donc au centre de la zone de Brillouin, ça veut dire simplement que toutes les phases des condensats sont égales entre elles. Ça veut donc dire que toutes mes petites aiguilles sont parallèles les unes avec les autres, elles ont toutes la même phase, donc toutes le même angle. Ça, c'est simplement une phase ferromagnétique. L'autre phase que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, on peut l'assimiler à une phase rhombique. Ils ont également vu d'autres phases qu'on peut assimiler à des phases spirales. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toute une richesse de phases magnétiques qu'on peut voir apparaître, qui sont donc des sortes de simulations qui apparaissent via cette expérience de fil de condensat placé dans ce réseau triangulaire. Voilà. Bon, bah, écoutez, je m'arrête ici, et donc rendez-vous la semaine prochaine pour les oscillations de blocs. Merci.